Puissance de la tête exaltée. 1. Introduction. Le motif de la tête exaltée est omniprésent dans l'iconographie des Celtes. Ce foisonnement pendant plus d'un millénaire laisse supposer qu'elle a été d'une grande importance. Nous allons tenter d'en dégager quelques implications mythologiques. Cette iconographie n'est ni le fruit du hasard, ni seulement ornementale, ni le résultat d'une imagination débridée. Elle exprime la tradition qui l'englobe, une tradition certes évoluant dans le temps long, mais assez forte et stable pour structurer tout un système de symboles. Mon sujet est la pensée mythique, que je compte dégager de façon inductive en examinant diverses configurations de motifs qui s'éclairent mutuellement. Mais voici d'abord une galerie qui donnera une vue d'ensemble tout en nous menant à l'intérieur de ce que j'appellerais, si vous le permettez, ce tumulus mythologique. Comme j'ai beaucoup d'images à montrer, je passerai rapidement sur chacune d'elles, sans épuiser bien sûr les sujets. À propos de la première page, à propos de la première image que vous voyez à droite, je viens d'apprendre qu'il s'agit officiellement d'une tête de druide. Cette affirmation gratuite montre déjà toute l'aura magique du motif. Deux, panorama d'une obsession. En 2020, les archéologues de l'INRAP ont mis à jour sur les sites de Trémuson, dans les Côtes d'Armor, 4 bustes en scène, 4 bustes d'ancêtres qui sont essentiellement des têtes. Elles ont été enfouies au 1er siècle avant Jésus-Christ. Celle que vous voyez à gauche est dotée d'une magnifique barbe et d'un torque à tampon. Elle a le regard étrange que les Gaulois prêtent aux défunts. Ces statues rappellent bien sûr celles de Paul, à 70 km de là, qui sont un peu plus anciennes. Celle dite du barbe à droite, celle dite du barde à droite, présente un torque et le visage hiératique de l'ancêtre dont il s'agit de perpétuer la mémoire et de glorifier la lignée. La disproportion et le fini des têtes par rapport au corps peu dégrossi indiquent leur importance. Il en est de même pour le dieu juvénile de Bourret, à gauche, qui ouvre grand les yeux et relève les sourcils comme s'il avait été conduit dans un autre monde extatique. Sa bouche est entr'ouverte comme pour exprimer sa surprise. L'assise en tailleur, le torque, la nudité et l'attitude hiératique le placent dans la lignée des héros et des dieux. La disproportion de la tête par rapport aux jambes comme atrophiées souligne aussi sa dignité essentielle. Les tricéphales, si caractéristiques de l'imaginaire celtique, ne manquent pas. La boucle de ceinture de la tombe 1 de Weiskirchen, vers -400, montre un masque d'où sortent latéralement les coups de deux jumeaux imberbes coiffés de bonnets pointus. La correspondance est parfaite avec la clavette d'Orval ou le fragment de torque aux 3 têtes de Glauberg. Tout se passe comme si le cercle, ceinture, roue ou torque favorisait la représentation d'un tricéphale composé d'une tête principale encadrée par 2 plus juvéniles. Voici une monnaie d'or des siècles danubiens qui figure Héraclès avec la coiffure en peau de lion transformée en épis et en graines que picorent des oiseaux. Si on rapproche cette image de la rouelle aux oiseaux de Némégis en Bohême, sur le moyeu de laquelle 4 oiseaux sont en train de picorer, on peut envisager que la tête lumineuse du héros apparaît comme un soleil dispensateur de force et de nourriture universelle. Les plaques extérieures du chaudron de Gundestrup
retiendront aussi notre attention, car les divinités qui occupent le pourtour de ce chaudron d'abondance et de sacrifice sont en substance des têtes, comme si l'espace extérieur et profane devait être tenu en respect par leur regard. Ce chaudron aux multiples têtes n'est-il pas d'une certaine façon une tête démultipliée? 3. Évolution et grandes lignes. Les têtes apparaissent dans l'iconographie celtique au 5e siècle avant notre ère. Ce sont des masques issus de la palmette, des satyres et des dieux fleuves gréco-étrusques sur des vases contenant des boissons, en particulier à la base de l'anse. La tête semble matérialiser la boisson enivrante et son effet divin. Les représentations passent du bloc brut à la stylisation antiréaliste. Tout est schématisé, tout est simplification, symétrie, tout est exagération, déformation, animalisation, comme pour montrer des visages fermés au monde profane, mais ouverts à un au-delà ambigu, multiforme et mouvant, tournoyant même et pour tout dire mystique. Artistes et artisans, comme pris d'un délire monomaniaque, se servent des têtes comme d'ornements et de signes apotropaïques sur toutes sortes d'objets, manches de couteau ou d'épée, pointes de lance, tampons de torque, vases, clavettes, poids en plomb, garnitures de boucliers, poteries, perles ou attaches de sceaux. Les artistes en viennent au IVe siècle à inclure des têtes furtives dans leurs ornements. Elles surgissent dans les enchevêtrements de palmettes, d'ess, de trisquets, de feuilles de gui ou de lyre. Elles émergent derrière les apparences sur des fourreaux d'épée, des bagues ou des torques. La magie de la tête semble plus forte lorsqu'elle prend par surprise. Ce qui voit est plus puissant que ce qui est vu. La tête devient aussi l'objet principal d'un style celtique qu'on a nommé style du chat de Cheshire ou style Disney au début du IIIe siècle avant notre ère. Caractérisé par la caricature géométrique et le haut relief qui permet des jeux d'ombre et de lumière, il ne laisse subsister que des contours, l'axe du nez, l'enroulement des sourcils autour des yeux en globe ou en amande. Les faces s'estompent dans des formes géométriques et n'apparaissent qu'à travers elles dans un effet de distanciation. Les formes géométriques ne sont-elles pas les formes pures du divin, la lumière et l'obscurité, ces éléments principaux? Quatre, la force soit avec la tête hérissée. La statue hellénistique du Galate mourant présente un visage glabre avec une fine moustache. Les mèches de sa coiffure, apprêtées avec soin, partent dans tous les sens, mais rien d'improvisé. Cette coiffure signifie quelque chose. De même, le Vercingétorix, figuré en 48 avant Jésus-Christ sur le fameux denier d'Hostilius Saserna, présente un faisceau de mèches pointant tels des éclairs ou des rayons de soleil. Les cheveux dressés en pointe protègent le guerrier celte contre les dangers, comme les clous ou les bois de cerf déposés dans les tombes. Cette protection magique se manifeste dans la chevelure que les Gaulois rendent rigide avec du lait de chaux et relèvent pour en faire un emblème. En Irlande, dans la rafle des vaches de coulée, la chevelure du grand héros Cuchulainn, en proie à la fureur sacrée, se métamorphose en faisceau d'épines. La chevelure doit être rapprochée de la forêt, lieu emblématique des épreuves dans les romans arthuriens. Les compagnons de Finn doivent y exécuter une sorte de parcours du combattant sans que leur coiffure finement tressée ne soit défaite par les branches. Les jeunes guerriers
doivent ne faire qu'un avec la forêt, car l'autre monde qu'elle connote est une source de danger, mais aussi de puissance. Sur nombre de monnaies à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, la chevelure laurée d'Apollon s'amplifie et se décompose en présentant des S et des volutes spiralées qui se mêlent à la couronne de laurier. Une médaille en or des Ambiens montre le profil d'un jeune dieu dont la chevelure stylisée évoque une ramure de cerf composée de trisquels emboîtés les uns dans les autres. Ce sont les attributs d'un dieu ou d'un héros solaire. Voici à droite la monnaie. Voici à droite une monnaie de la région danubienne qui montre une broussaille de branches et de feuilles à la place des chevaux. À la place des cheveux. Voici à droite une monnaie de la région danubienne qui montre une broussaille de branches et de feuilles à la place des cheveux. Ces lignes recouvrent le profil comme si on avait voulu représenter la dynamique des forces divines. Le buisson stylisé en hachure et entre là, n'est-il pas le bois sacré, lieu de la révélation foisonnante de la puissance divine? L'image de la tête resplendit, tandis que la coiffure ébouriffée semble encore prise dans la forêt de l'autre monde, d'où elle vient de s'extraire. Cinq, le trophée puissant du héros. La décollation du guerrier est du point de vue mythique un commencement. La tête coupée est une tête magnifiée. C'est la fureur du héros assimilée à la force fécondante et comparable à un feu de vie. Cette force habite la tête du guerrier tué au combat parce qu'il est mort avant l'épuisement de sa vitalité exceptionnelle. Il n'y a pas lieu d'opposer cette pratique magique à la pensée religieuse des Gaulois. Les crânes des ennemis sont précieux à cause de leur magie. Après la bataille dans la forêt de Litana, où est tué le consul romain Lucius Postumius, sa tête est portée en triomphe au temple le plus sacré des Boïens. Son crâne vidé et orné d'un cercle d'or servira de vase sacré lors de cérémonies rituelles. Or, le pouvoir de la tête se transmet aussi par proximité. Dans le sanctuaire de Roquepertuse, élevé avant le 5e siècle avant Jésus-Christ, les linteaux et les piliers d'un monument à portique portent des alvéoles destinées à recevoir des crânes ou des têtes momifiées. Celles-ci sont tournées vers le milieu où se trouvent 4 statues de guerriers assis en tailleur. Les alvéoles contenaient-elles les têtes des héros, d'ancêtres ou d'ennemis fameux? Toutes ces possibilités se rejoignent dans la mesure où la force qui les a habitées sert à l'apothéose du héros. À Entremont, des têtes coupées aux yeux clos sont placées entre les genoux du guerrier assis. Il touche l'une d'elles sans violence. Les doigts s'écartent pour laisser passer une natte sur son poignet. L'ennemi n'en est plus un parce qu'il a transmis au héros sa gloire, sa puissance et sa force magique. Le geste exprime un rapport spirituel entre vainqueur et vaincu. La place sur le genou souligne clairement que la tête est liée à la force virile. Avoir les têtes coupées sur le genou est une façon de les incorporer à sa lignée. Six, la tête sous la tarasque. Héros et fauves imposant des têtes se correspondent. La tarasque de Nove maintient 2 têtes sous ses griffes, un avant-bras portant un bracelet. La main posée à plat sur les pattes du dévorant sort de sa gueule. C'est un geste sans violence. L'imposition des têtes semble impliquer protection et soumission consentie. Les 2 têtes barbues et hiératiques figurent des ancêtres. Placées sur les pattes arrière du monstre, elles sont maintenues par les pattes avant.
comme si elle devait faire le lien entre l'avant et l'après. 6. La tête sous la tarasque. Héros et fauves imposants des têtes se correspondent. La tarasque de Nov maintient deux têtes sous ses griffes. Un avant-bras portant un bracelet, la main posée à plat sur les pattes du dévorant, sort de sa gueule. C'est un geste sans violence. L'imposition des têtes semble impliquer protection et soumission consentie. Les deux têtes barbues et hiératiques figurent des ancêtres. Placées sur les pattes arrière du monstre, elles sont maintenues par les pattes avant, comme si elles devaient faire le lien entre l'avant et l'après et suggérer un cycle. Une vue de dessus montre que l'animal est un loup. Son phallus érigé fait de lui un fécondateur à l'image des guerriers héroïsés. Le monstre portant au cou le torque des dieux et des héros (6) La tête sous la tarasque. Héros et fauves imposant des têtes se correspondent. La tarasque de Nov maintient deux têtes sous ses griffes. Un avant-bras portant un bracelet, la main posée à plat sur les pattes du dévorant, sort de sa gueule. C'est un geste sans violence. L'imposition des têtes semble impliquer protection et soumission consentie. Les deux têtes barbues et hiératiques figurent des ancêtres. Placées sur les pattes arrière du monstre, elles sont maintenues par les pattes avant, comme s'ils devaient faire le lien entre l'avant et l'après et suggérer un cycle. Une vue de dessus montre que l'animal est un loup. Son phallus érigé fait de lui un fécondateur à l'image des guerriers héroïsés. Le monstre portant au cou le torque des dieux et des héros garde son trophée avec le même geste que le guerrier d'Entremont. Les têtes sont apaisées. Tout se passe comme si le monstre incarnait l'origine des ancêtres. On peut donc suivre Fernand Benoît qui voit dans l'alignement des 12 têtes coupées sur un pilier d'Entremont un phallus érigé représentant le réservoir d'énergie vitale de la tribu. 6. Le motif de la tête phallique se retrouve sur une stèle Le motif de la tête phallique se retrouve sur une stèle gallo-romaine de Néris-les-Bains. C'est un dieu barbu, assis dont les boucles de la chevelure forment un diadème. Il tient une bourse de la main droite, et dans la gauche, le cou d'un grand serpent à tête de bélier dont la queue est engagée dans le sol. La tête tournée vers la bourse repose sur les genoux du dieu. Ce Mercure gaulois incarne manifestement la virilité fécondante. Ceci est confirmé par le geste de sa compagne, debout à droite, qui laisse voir son corps nu. Sa main gauche repose sur la tête du dieu, comme pour attirer l'attention sur elle. Mais le geste peut aussi indiquer la place des bois de serre qui vont pousser, comme vient de surgir de terre le serpent. Fécondateur universel, cet avatar cernunien fait prospérer les activités humaines. Une cruche en bronze découverte dans la tombe 112 à Dürnberg, en Autriche, figure une sorte de lion dont la crinière est surmontée d'aises horizontales qui font penser à des cornes. La bête maintient sous sa gueule une tête humaine impassible, aux yeux grands ouverts, avec deux grands enroulements à la place des oreilles. Ce lion correspond au guerrier entouré de griffons
qui occupe la même place sur le pichet de Glauberg, de même facture. L'examen du fragment de torque aux trois têtes de Glauberg qu'on a vu révèle encore un dernier aspect. Les deux têtes latérales placées dans la gueule d'un lion bondissant montrent qu'il ne s'agit pas de simples individus. Si, comme on a vu, la tricéphalie est reliée au cycle, si la taille de la tête médiane est toujours plus grande et sa position plus élevée, on peut émettre l'hypothèse qu'elle figure la culmination du Soleil associé au lion, tandis que les têtes latérales inférieures et moindres, ici figurées dans la gueule du fauve, figurent le couchant lorsque l'astre est englouti par le monde inférieur et le levant lorsqu'il s'en échappe. Redoublement fantastique. Les têtes humanoïdes appartiennent parfois à un animal ou à une créature fantastique, comme les griffons du pichet de Glauberg ou le cheval androcéphale sur le couvercle de la cruche de Reinheim. Dans ce contexte, un rapport avec la boisson enivrante est probable. La course endiablée semble donc être une métaphore de l'ivresse, tout en évoquant le parcours du soleil, comme le suggèrent les monnaies au cheval androcéphale. La créature avec laquelle est reliée la tête humanoïde est souvent figurée par sa seule tête. La fibule de Parsberg, au milieu, montre une tête humaine surmontant la coiffure pointue d'un fauve dont la gueule est encadrée par deux griffons. À l'inverse, sur la fibule de Novahout, tout à droite, c'est la tête d'un oiseau de proie ou d'un griffon qui coiffe une tête humaine étirée et déformée jusqu'à devenir féline. L'attention porte sur le passage de l'humain à l'animal fantastique, sur la bipolarité d'une entité énigmatique qui prend une apparence humaine ou devient monstrueuse. Ce n'est pas une métaphore de l'humain assailli par les puissances magiques dans la mort, car cela exclurait son utilisation comme ornement vestimentaire. La fibule d'Ostheim, à gauche, exprime la parenté essentielle des deux pôles par l'emploi d'es ou de virgule dans la forme générale et dans chacune des deux parties. L'accent est mis sur leur liaison et sur le flux de l'une vers l'autre, sur le passage de la jeunesse à la sénescence, de la vie à la mort, du clair au son, de l'humain à l'extra-humain, de la vie profane à la vision sacrée. Plus encore que l'unité, c'est la dynamique du passage qui importe, l'interaction des contraires qui naissent l'un de l'autre. Si le monstre peut imposer des têtes, le contraire aussi est vrai sur la plaque de ceinture du tumulus 1 de Weiskirchen en haut, où 4 griffons à tête humaine opposés 2 à 2 encadrent un masque coiffé de 2 S. Mais un deuxième regard dévoile que ces griffons, une fois retournés, se changent en acrobates ailés en contorsion arrière. Les queues empanachées des 2 griffons médians connotent la convergence mythique de la tête et du phallus. En tant que variante des feuilles de gui, il manifeste le pouvoir fécondant de la tête couronnée. Entouré de 4 têtes de nature changeante, dont les ailes connotent les vents cardinaux, cette tête, tout en regard, marque un milieu cosmique. L'S étant, d'après Venceslas Kruta, un symbole de la course du soleil d'un solstice à l'autre qui englobe les 2 grandes saisons de sa croissance et de sa décroissance, on peut déduire que sa lumière est assimilée à la semence divine qui féconde l'univers. L'idée du voyage solaire explique la représentation de la tête au milieu d'entrelacs, image divine sous son aspect de foisonnement et de prolifération. Ils correspondent au cheminement éternel du soleil, comme le remarque aussi Kruta
à propos d'une garniture de corne à boire en provenance de Siskovice en Bohême. Deux têtes en opposition sont reliées entre elles par des entrelacs qui partent des bras. On pourrait dire des longs bras de Lugus, pour dessiner des trisquelles qui sont une autre hypostase du parcours solaire. Cette opposition suggère qu'il y a un parcours de la saison claire du jour et un parcours de la saison, sombre de la nuit. Huit, feuilles de gui et polarité cosmique. On entrevoit que les bourriffements du héros, la décollation rituelle et le culte de la tête relèvent d'une sacralisation de la virilité qui est reliée à la fécondation universelle et à l'idée d'origine. La tête ornée de feuilles de gui du prince héroïsé de Glauberg peut également se comprendre ainsi. Le bonnet est orné d'une rosace foliacée dont les arcs s'inscrivent dans un cercle centré au milieu du front. La tête du prince est comparée au gui envoyé par le ciel, dont les vertus fécondantes et guérisseuses sont celles qu'on attend du souverain. Cette plante toujours verte et la maturité des baies en fin d'année matérialisent aussi le passage victorieux de la ténèbre hivernale. Le symbolisme du couvre-chef renvoie donc à l'investiture céleste et au perpétuel renouveau de la souveraineté. En portant cette coiffe, le prince se présente comme avatar d'un héros ancestral et solaire et plus abstraitement comme un maître des cycles cosmiques. Un autre aspect de la tête exaltée ressort de la figurine qui orne le couvercle de la cruche découvert dans la tombe princière de Reinheim du début du IVe siècle. C'est une créature dotée d'un corps de cheval et d'une tête barbue hiératique qui ressemble curieusement à celle du prince de Glauberg. Cette créature réunit en elle la vitesse et le goût de l'ivresse, car sa place sur le couvercle l'associe au breuvage contenu dans la cruche. Les oreilles félines évoquent les monstres qu'on a vus tout en rappelant des feuilles de gui. La tête apparaît liée à une chevauchée solaire qui attend le buveur en proie à l'ivresse divine. Les appendices lobés qui semblent sortir de la tête princière constituent en fait deux germes de vie à la base de toute prolifération. Ils matérialisent le pouvoir de la tête primordiale et sa polarité intrinsèque. On peut les comprendre comme deux forces, deux principes ou deux semences vitales. Les visages latéraux qui apparaissent au temple du Cernunnos des temps sur Haru, les érotes qui l'entourent à vent d'œuvre, les dieux juvéniles Mercure et Apollon qui le flanquent sur la stèle de Reims décrivent l'émergence des deux fils divins à partir du dieu tête. Neuf, tête et cercle. La représentation des feuilles de gui n'est pas limitée à l'héroïsation. De telles couronnes figurent sur des fibules et autres objets du Ve siècle, souvent en rapport avec des êtres surnaturels. Leur démultiplication et leur arrangement en cercle expriment l'idée d'un cycle auquel participent les têtes ailées. C'est le cas sur la plaque de garniture découverte dans le théâtre 1 de Weiskirchen vers -400, qui montre 4 têtes en tôle d'or autour d'un bouton d'ambre qui symbolise bien sûr le soleil et sa lumière. De chacune de ces têtes rondes s'élèvent 3 appendices foliacés, dont 2 S latéraux qui retombent de chaque côté comme des mèches de cheveux. Avec celui du milieu, il forme une fleur de lotus qui jaillit de la tête telle une force magique alliant le végétal aux éléments liquides ou ignés. Les yeux sont exorbités comme pour indiquer que ces grains de lumière, ces semences, ces esprits ou ces âmes sont comme un extase.
Le motif de la tête est ici encore une fois associé aux directions de l'espace et subordonné au centre magnifié. La falaire de la tombe à char de Oriviki, en Bohême, vers -400, montre deux rangées de visages poupins avec yeux grands ouverts, joues gonflées, sourcils en ailes d'oiseau et coiffure enfantine. Les feuilles de gui partent sous le menton et remontent en arc de cercle sans se refermer complètement. Au milieu du disque se trouve une sorte de bourgeon. Les signes astraux qui entourent ces têtes soulignent leur caractère céleste et la jeunesse manifeste des traits connotent le renouveau. Les feuilles de gui sont associées de façon récurrente au cercle, à des éléments végétaux et aux yeux grands ouverts qui symbolisent la lumière, le renouvellement éternel et la vie après la mort. Décollation et alternance cosmique. Claude Sterckx a montré que la tête est chez les Celtes symboliquement apparentée au phallus et qu'il est doté de son pouvoir magique. Un être divin peut-il être assimilé à sa propre tête coupée? La décollation peut-elle être un acte fécondateur? Dans deux récits des Celtes insulaires, l'épreuve de la décapitation imposée aux héros prend une dimension cosmique. Dans le conte intitulé Le festin de Bricu, Cuchulainn coupe la tête du géant Rat, qui la ramasse en annonçant qu'il lui rendra l'appareil. Dans le récit Sir Gawain et le chevalier vert, un chevalier vêtu de vert apparaît au cours d'un repas donné la veille de Noël à la cour du roi Arthur. Il demande qui osera le décapiter. Gawain s'avance et lui coupe la tête. Celui-ci la ramasse et part en conviant le héros à subir le même sort l'année suivante. La mention d'un chevalier vert, manifestement lié à la végétation, laisse penser que cette fête de Noël s'est superposée à une autre plus archaïque qui marque la fin de la végétation et le changement de cycle. En assumant de décapiter et d'être décapité, le héros affirme et permet le passage d'un cycle du temps à l'autre, l'alternance de la période claire et de la période sombre, le passage de la vie à la mort et de la mort à la vie. Sacrificateur et sacrifié, vif et mort, le héros apparaît donc comme responsable du devenir cosmique. Une enseigne en bronze de Numance montre en ce sens un cavalier chevauchant une créature composée de deux protomées de chevaux. Les têtes sont placées à la place des jambes et d'autres plus petites devant les poitrins. Les signes astraux sur son corps montrent qu'il s'agit d'un héros divinisé et que la chevauchée est céleste. Certes, la marche du cavalier vers la renommée et vers l'immortalité se fait par les têtes qu'il récolte. Cependant, il n'est pas seulement un individu méritant, mais un ancêtre fondateur. Le cheval aux deux avant-trains, comme la tête à la place des jambes du cheval constellé, semble évoquer un mythe dans lequel la tête solaire entraîne le cavalier dans le ciel d'été et dans le ciel d'hiver. Tout se passe comme si c'était l'énergie du centre primordial qui entraînait le monde dans sa course alternée. En plus de figurer l'Axis Mundi, les piliers du cavalier alanguipède, dont la tête est souvent exagérément grosse, constituent l'opposé solsticial du monstre apposant les têtes. Le cavalier céleste subjuguant le monstre visualise le zénith et la culmination de la saison claire, de même que la tête du dieu lumineux dans la gueule du monstre montre la naissance du premier au milieu de la saison sombre. Cette alternance primordiale rappelle celle du yin et du yang. Ce passage de l'obscurité à la lumière, du non-être à l'être et de l'être au non-être
selon Claude Sterckx, s'exprime aussi dans la lutte des animaux primordiaux que sont le saumon avatar du druide Fintan et l'aigle corbeau qui lui gobe un œil, ou dans la lutte des deux taureaux merveilleux, le brun de Cooley et le blanc cornu de Connaught, qui sont cause de la guerre épique entre l'Ulster et le reste de l'Irlande. Le monde reproduit-il à l'infini l'acte créateur, l'auto-sacrifice de la tête primordiale? 11. Tête et omphalos. Le pilier de Falsfeld donne un bel exemple de la tête origine, assimilée au milieu fécond du monde, à l'omphalos. Ces quatre faces montrent une tête ornée de gui, aux yeux grands ouverts. Les feuilles de gui partent comme des gouttes de la place des oreilles pour s'élargir et se rejoindre plus haut. De là s'élèvent deux S face à face, en opposition. Les têtes sont entourées d'un enchaînement d'S verticales qui font penser à l'écoulement d'un liquide et à des guirlandes feuillues. Le visage, la barbe à trois pointes et les oreilles de Mickey sont intégrés dans le décor d'S et participent de sa substance, celle d'une divinité des flux, de la végétation et du monde en perpétuel jaillissement et en perpétuel essor, qui semble répandre sa semence divine dans le monde. Mais ce monde est bien structuré. Il importe visiblement que chaque direction du ciel soit surveillée et comme fixée par une tête mythique, comme si c'était cette force du milieu qui maintenait l'ordre de l'univers et la création. On retrouve ce motif dans le récit de fondation d'Alésia par Hercule, tel que le rapporte Diodore de Sicile. Cette cité jouit, selon lui, d'une grande réputation parmi les Celtes qui la considèrent comme la capitale du pays. Sur un relief découvert dans un quartier d'habitat, deux oiseaux entourent une tête de dieu barbu. Une inscription révèle que le dieu Apollon Moritascus, blaireau de mer, sans doute pour delphinien, y est vénéré. La rencontre des deux oiseaux marque, comme à Delphes, l'omphalos au centre du monde où tout se crée, c'est-à-dire l'endroit de la fondation. Les Celtes hispaniques ont aussi connu ces idées. Sur un vase d'Arcobriga que vous voyez à droite, une sorte d'arbre s'élève de la tête d'un personnage sacralisé. Il est placé au centre d'un portique soutenu par deux arbres piliers ornés d'S et de demi-cercles. L'arbre ressemble à une branche de palme, la robe qui descend jusqu'aux pieds et ses traits simplifiés à l'extrême estompent toute individualité. Plus qu'un homme arbre, il est celui qui le fait naître de sa tête. Maître de la végétation, il est aussi le maître de l'espace et du temps. Le Mabinogi de Branwen des Gallois permet de souligner un dernier aspect. Bran est déjà un dieu tête avant sa décapitation. N'est-il pas dit que lorsqu'il traverse la mer à gué, sa tête apparaît aux Irlandais comme un pic dans le haut d'une montagne et ses yeux comme des lacs de chaque côté? Or, Bran ordonne que sa tête soit coupée et enterrée à Londres, à l'emplacement de la colline blanche, le visage tourné vers la mer, comme talisman contre les invasions, comme celle de Cuchulainn, enterrée à Tara, au milieu symbolique de l'Irlande. La tête magnifiée de Bran marque un milieu sacré, une origine du monde capable de protéger le territoire. Il en est de même à Alésia, dont Diodore précise qu'elle est l'essence et la métropole de toute la Celtique et qu'elle est demeurée libre et inexpugnable depuis l'époque d'Héraclès jusqu'à notre temps. « 12 conclusions. Notre enquête a montré que l'exaltation de la tête correspond à une configuration symbolique sur plusieurs niveaux. Protectrice du guerrier à la force virile extraordinaire, la tête est fécondante
d'où son équivalence avec le phallus. Les deux excroissances sur la tête du héros fondateur visualisent une puissance dont le propre est de se polariser, feu et eau, ascendant et descendant. La décapitation symbolique semble évoquer un acte cosmogonique qui sépare l'indifférencié primordial en couples de contraires qui se multiplient et prolifèrent en se divisant, à commencer par la lumière qui naît en produisant l'ombre, produisant l'obscur dont elle est inséparable. La tête participe de l'autre monde qui reste dans le lieu et dans le temps primordial de l'acte cosmogonique. On entrevoit que si cette tête est un symbole solaire, elle est d'abord origine éternellement féconde, dispensatrice d'abondance, d'ivresse et de savoir, d'où l'importance du regard, car lorsqu'un Dieu ouvre les yeux, il éclaire et ordonne le monde et tient en respect les forces de la dissolution. Bref, il le crée.